Début septembre, un collectif publiait une tribune assez virulente contre l'ostéopathie dans un grand quotidien national. Le 30 septembre, c'était une chaîne d'infos en continu qui exhumait le tweet d'un médecin datant de début août et qui affirmait, je cite, avoir envoyé aux urgences une patiente pour une suspicion d'accident vasculaire cérébral, alors qu'un peu plus tôt, son ostéopathe lui aurait fait craquer le cou. Et de confirmer ensuite que pour, je cite encore, sa patiente, le résultat est une dissection de l'artère vertébrale. Hier, 3 octobre, cette même chaîne d'infos en continu revenait sur le sujet et enfonçait le clou en laissant quelques secondes aux ostéopathes exclusifs le temps de s'exprimer. Force est de constater que depuis le mois de septembre, plusieurs articles ou reportages font état d'ostéobashing en affirmant que l'ostéopathie est soit dangereuse, soit que certains professionnels font n'importe quoi. Alors je vous pose la question, est-ce que les manipulations cervicales effectuées par un ostéopathe exclusif sont aussi dangereuses que certains essaient de le faire croire? En fait, je crois qu'on est là dans une forme de croyance entretenue et véhiculée par une partie du corps médical, et une partie seulement, qui voudrait dénigrer l'ostéopathie. On est là aussi face à ce que je pourrais appeler une corrélation trompeuse, c'est-à-dire qu'il se produit un événement, un autre événement se produit dans le même temps, et on a tendance à associer les deux événements. Autrement dit, un patient ou une patiente fait un accident vasculaire cérébral. Il se trouve qu'il a vu un ostéopathe dans les semaines qui précèdent cet incident et automatiquement, on rattache et on génère un lien de causalité entre ces deux événements qui sont pourtant probablement un peu indépendants. Je m'explique. Aujourd'hui, 25% des Français, chaque année, vont voir un ostéopathe. Les ostéopathes soignent un quart de la population tous les ans. Donc déjà, sur ce point-là, la probabilité qu'un patient qui fait un accident vasculaire cérébral ait été vu par un ostéopathe dans les semaines précédant cet accident est déjà assez élevée. Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le déclenchement d'un accident vasculaire cérébral peut être un acte de la vie courante. Ça peut être le fait de faire un créneau en voiture, le fait de soulever un poids important, le fait de repeindre son plafond, par exemple. Un tas de circonstances de la vie courante peuvent être à l'origine d'un début de dissection de l'artère vertébrale qui est en fait la déchirure progressive de la paroi d'une des artères du cou. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette déchirure peut être à l'origine de douleurs assez importantes, des maux de tête, des douleurs cervicales, des migraines. Et tous ces symptômes-là sont de nature à conduire le patient à consulter. Alors, il va consulter son médecin, il va consulter son kiné, il va consulter son ostéopathe ou son chiropracteur. Il est extrêmement difficile pour tous ces praticiens d'identifier, dans la plupart des cas, le fait que ces douleurs sont associées potentiellement à un phénomène neurovasculaire en cours. Et donc, ces praticiens soignent ces patients, et puis l'histoire continue. Si ce patient guérit spontanément, comme cela arrive fréquemment, personne ne le saura jamais. Et puis si malheureusement cette guérison ne se produit pas et que finalement le patient fait un accident vasculaire cérébral, eh bien à ce moment-là, il va aller aux urgences. Et la première question qui va être posée à ce patient aux urgences, c'est: avez-vous été manipulé dans les semaines qui précèdent ce jour même? Et quand la réponse est oui, on entre dans un processus où automatiquement, dans le dossier médical du patient, va être associé le fait que 2 semaines, 3 semaines, quelques jours avant l'accident vasculaire cérébral, il a été vu par un praticien, médecin, kiné, chiropracteur, ostéopathe, qui lui a fait éventuellement une manipulation cervicale. Et on entre là dans un phénomène où des personnes qui voudraient nuire à une profession instrumentalisent cette corrélation, qu'on appelle encore une fois une corrélation trompeuse, en accusant l'ostéopathie et les actes de manipulation cervicale d'être à l'origine de bon nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Ça, c'est pour ce qui concerne les croyances. Maintenant, si on regarde les faits, et notamment les faits scientifiques, premièrement, il convient de préciser qu'il n'y a aucune corrélation scientifique établie entre les manipulations cervicales et la fréquence des accidents vasculaires cervicaux. Ça, c'est une donnée scientifique qui est aujourd'hui très bien stabilisée. Deuxièmement, le risque de faire un accident vasculaire cérébral après une manipulation cervicale est de l'ordre de 1 sur plusieurs millions, avec des chiffres qui sont extrêmement variants. Troisièmement, pour ce qui concerne l'efficacité
de l'ostéopathie, en particulier des manipulations vertébrales. Elle est aujourd'hui, elle aussi, relativement bien établie, même s'il peut y avoir des articles divergents, mais globalement, cette efficacité est établie par la littérature scientifique. Enfin, ce qui est extrêmement important de rappeler, c'est que la probabilité de faire un accident vasculaire cérébral après une consultation médicale chez le médecin est la même que celle de faire un accident vasculaire cérébral après une consultation chez l'ostéopathe. On voit donc bien qu'il n'y a pas de corrélation scientifique entre le fait de voir un ostéopathe et le fait de faire un accident vasculaire cérébral. Quand malheureusement, cette pathologie de dissection artérielle continue d'évoluer de manière défavorable pour le patient, c'est-à-dire quand malheureusement le patient fait un accident vasculaire cérébral et qu'il souhaite obtenir une indemnisation de la part de l'ostéopathe pour son ostéopathe, une expertise judiciaire est demandée et jusqu'à maintenant, les expertises judiciaires, dans la très très grande majorité des cas, ont conclu qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'acte ostéopathique d'une part et l'accident vasculaire cérébral subi par le patient d'autre part. C'est comme ça que les ostéopathes payent chaque année une prime d'assurance en responsabilité civile professionnelle extrêmement faible, puisque actuellement, on est à un peu plus de 200 € annuels pour couvrir notre risque de responsabilité civile. Autrement dit, les assureurs n'étant pas des philanthropes, on peut aisément imaginer que s'il y avait un réel risque sur les manipulations cervicales, nos primes d'assurance seraient autrement plus élevées. Donc au final, on est quand même sur des choses qui sont extrêmement instrumentalisées, à charge contre l'ostéopathie, et c'est important de le rappeler. On comprend ici que finalement, ce risque de manipulation cervicale, ce faux risque de manipulation cervicale, il est surtout associé au risque porté par le patient, plus qu'au risque porté par la manipulation en tant que telle, et que la grosse difficulté pour les praticiens est d'être en mesure d'identifier potentiellement les signes cliniques qui pourraient faire évoquer ou suspecter une déchirure de la paroi vasculaire en cours. Et là, on est sur un enjeu puissant de formation, c'est-à-dire que plus la formation est de haut niveau, mieux elle est encadrée, mieux elle est contrôlée, et plus on a de chances d'avoir un professionnel, mais quel qu'il soit médecin, kiné, chiro ou ostéopathe, en mesure d'avoir la puce à l'oreille face à un patient qui présente une symptomatologie potentiellement suspecte et de réorienter ce patient vers des spécialistes adaptés. Or, aujourd'hui, il faut bien reconnaître que pour ce qui concerne l'ostéopathie, l'État français a jusqu'à maintenant relativement renoncé à exercer un contrôle rigoureux sur la formation des ostéopathes. Je voudrais aussi préciser, puisqu'on parle de risques liés à une pratique médicale, qu'aujourd'hui, prendre un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien comporte extrêmement plus de risques que de subir une manipulation cervicale, puisque selon les travaux scientifiques en vigueur, c'est chaque année plusieurs milliers de personnes qui décèdent dans les suites de la prise de ces fameux médicaments. L'un des arguments récurrents est que l'ostéopathie n'a aucune preuve scientifique d'efficacité, contrairement à la kinésithérapie ou à la médecine. Alors, existe-t-il ou n'existe-t-il réellement aucune recherche en matière d'ostéopathie ? C'est un peu une tarte à la crème qu'on envoie au visage de l'ostéopathie régulièrement. Moi, j'invite très gentiment tous ces détracteurs à aller sur le site de l'UPO, Unité pour l'ostéopathie, sur laquelle elle n'est pas exhaustive, mais une bibliographie qui montre que la recherche en ostéopathie, c'est une réalité, qu'elle porte sur de nombreux champs de l'ostéopathie. Certes, nous rêverions de faire plus de recherches que nous ne le faisons, mais nous nous heurtons à plusieurs difficultés. D'une part, une difficulté financière, et puis aussi à une difficulté qui est celle relative à l'acceptation par les comités de protection des personnes des propositions de travaux de recherche. Donc, les ostéopathes font de la recherche. De nombreuses publications existent relatives à l'exercice de l'ostéopathie, et c'est complètement faux de prétendre qu'il n'y a pas de recherche en ostéopathie. Et je pense que ceux qui disent ça n'ont pas pris la peine de faire de vraies recherches bibliographiques sur la question.